Et voilà, nous entrons dans la dernière partie de cette émission, la partie réservée à l'invité, je vous l'avais dit, en tout début d'émission, nous parlerons de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre dernier. Cette journée est décrétée par les Nations Unies pour permettre de reconnaître les droits des filles et les défis uniques auxquels elles sont confrontées. Donc, pour parler de ces défis-là et parler du développement personnel de la jeune fille, nous avons invité aujourd'hui Madame Edith Novon, elle est pasteur à l'église Nouvelle Dimension. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Et le dimanche, ça se passe bien. Le culte, ça s'est bien passé. Toutes nos excuses, juste après le culte, vous êtes obligés de venir ici. Merci à vous. Eh bien, nous parlons de la journée internationale de la jeune fille qui est célébrée le 11 octobre de chaque année. Et comme je l'ai dit ici, les Nations Unies, en décrétant cette journée, c'est pour aider les jeunes filles à relever un certain nombre de défis auxquels elles sont confrontées. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la jeune fille est encore victime de discrimination, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan scolaire? Juridique, je veux dire par là, au niveau des héritages et autres, là, scolaire, est-ce qu'on peut dire parce que tu es une fille, tu ne dois pas faire telle filière ou bien tu dois s'arrêter à tel moment dans tes études? Merci beaucoup. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu et je remercie Dieu pour la vie de mon mari, de le prophète Jérémie Lebon. Pour répondre à votre question, je peux dire que aujourd'hui, d'une manière générale, on peut dire que la jeune fille n'est plus victime de discrimination juridique et scolaire. Je m'explique. On peut dire qu'elle n'est plus victime de ça. Par exemple, à Lomé et autres, on voit, quand on prend la majeure partie de la population, on voit qu'au moins 90% des jeunes filles fréquentent. Même dans les villages, aujourd'hui, c'est un peu révolutionné. Mais quand je prends sur le plan juridique, en fait, dans les milieux rétrogradés, dans le village, on dit, ton père est mort, toi, jeune fille, tu veux faire quoi avec l'héritage? Donc, je peux dire que ces problèmes existent encore aujourd'hui, mais sous une forme voilée. Voilée comment? Voilée. Je peux dire qu'aujourd'hui, quand tu perds ton parent et autres, les oncles, les tantes peuvent dire, toi, tu es une jeune fille, tu ne peux pas prendre peut-être la totalité de cette parcelle. C'est en ce sens que je dis que c'est voilé. Sinon, aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec la loi... On te donne quand même, on réduit ça. On réduit. Parce que aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec les lois, quand tu es une fille ou pas, tu as droit à l'héritage. Mais dans les milieux reculés, ça existe encore. Et sur le plan scolaire, je peux dire qu'au village, aujourd'hui, quand tu y vas, tu vas avoir des jeunes filles encore à la maison. Parce qu'elles sont filles, elles n'y vont pas. Mais quand je prends, on appelle dans un lieu un peu développé comme Lomé et autres ici, les filles fréquentent. Mais il y a des filles toujours à la maison. Donc, quand je prends 100%, je peux dire qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est lié à la culture? Parce que dans certaines cultures, à un âge donné, la fille rentre au foyer. Oui. C'est peut-être lié à la culture dans certaines régions. Oui, parce qu'aujourd'hui, bien que je peux dire que le monde est un peu civilisé, je peux le dire, hein, mais il y a certaines cultures, tu as 11 ans, tu as déjà un homme. Tu es déjà un homme, donc je peux dire que c'est par rapport à la culture. Mais en général, je peux dire que c'est révolutionné. La fille n'est plus victime trop de la discrimination juridique et scolaire. Alors, dites-nous, selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontées les jeunes filles aujourd'hui pour s'affirmer dans la société? Pour s'affirmer aujourd'hui dans la société, les jeunes filles manquent une confiance en soi. Confiance en soi. Confiance en soi. Elles ne connaissent pas leurs identités. Identité comment? Ça veut dire que, bien qu'on soit fille ou femme, nous sommes créés à l'image de Dieu. Je peux dire que tu peux aussi devenir un grand quelqu'un comme les gens le disent. Donc, en premier,
ces jeunes filles manquent une confiance en soi, ou bien elles ne connaissent pas leur valeur. Si je suis en train de répondre à votre question, parce que pour pouvoir devenir quelqu'un, il faut en premier se connaître et savoir ce que tu veux. Donc, les défis, c'est que ces jeunes filles ne savent pas leur valeur et elles se disent que elles pensent que leur avenir sont à la merci de leur mari futur. Alors, vous, en tant que femme mariée, est-ce que vous pensez aujourd'hui que au XXIe siècle, les filles ou les femmes doivent avoir encore ces idées-là, lier leur avenir à leur situation matrimoniale? Même pas. Je vais répondre. Parce que, en temps normal, tout homme a un destin, un avenir. Donc, tu ne dois pas dire que ton avenir, tu vas le laisser à la merci de ton mari. En fait, tu es une personne et tu as le droit de devenir quelqu'un. Tes parents t'ont mis à l'école, c'est pour devenir un grand quelqu'un, comme les gens le disent. Pour eux, donc, tu as aussi ton devoir à remplir pour devenir quelqu'un, un ajout dans la société. Donc, toute jeune fille ou bien toute femme ne doit pas mettre sa confiance ou bien lier son avenir, comment appelle-t-on, donner ça à la merci de son mari. Alors, c'est-à-dire ne pas être dans l'ombre de son mari, mais s'affirmer aussi. Oui. Bon, si je dis ça, je ne dis pas qu'il faut être une femme qui n'est pas non, loin d'être soumise au foyer ou pas. C'est ça. Mais se dire, je suis la femme de tel. Non. Au lieu de dire, je suis la femme de tel, on peut dire, je suis telle. Oui, je suis selon telle. Vous. Selon moi, je suis telle et non, je suis la femme de telle. Parce que si ce tel disparaissait un jour, celui en qui ton mari... Vous devenez l'ex-femme de tel. Oui, oui. Avec ses conséquences. Donc, en résumé, moi, je dis que la fille ou la femme doit, comment l'appelle-t-on, s'affirmer par ce qu'elle est devenue dans la société. Parce que si elle ne devient pas ces choses, elle, comment l'appelle-t-on, en quelque sorte, elle triche la société, mais elle ne profite en rien à la société. Donc, en tant que fille ou femme, tu dois devenir quelqu'un dans la société sans être à la merci, bien mettre sa confiance sur les richesses de son mari. Il faudra y travailler pour devenir quelqu'un aussi. Alors, selon vous, voilà les défis auxquels doivent être confrontées la jeune fille pour s'affirmer dans la société, savoir reconnaître plutôt sa valeur et s'affirmer dans la société, être soi-même. Et c'est ça selon vous. Alors, notre prochaine question, pourquoi dit-on que la jeune fille est une actrice de son propre développement? Bien, merci pour la question. Tout homme a son destin en lui-même. Donc, quand on dit que la jeune fille est actrice de son propre développement, ça veut dire que pour que cette jeune fille émerge ou arrive à devenir quelqu'un dans la société future, ça dépendra d'elle. Je m'explique. Quand elle cherche cette jeune fille fréquente ou fait tout, ça veut dire que cette fille-là, pour pouvoir devenir quelqu'un demain, ça dépendra d'elle même, de sa volonté à devenir cette personne-là. C'est que elle ne peut pas former, personne d'autre ne pourra former son avenir à part elle. Donc, elle a son destin à main. C'est elle qui doit travailler à ce que son destin s'éclore un jour. Personne d'autre, à part elle-même. Alors, pour être une jeune fille bien épanouie, développée autre, là, vous devez participer vous-même à ce développement. Il faudra que la jeune fille même sache que elle est venue sur cette terre pas pour s'amuser, elle est venue pour un objectif, un but. Donc, elle doit faire tout pour devenir quelqu'un. Parce qu'on voit aujourd'hui que la majeure partie des gens mettent leur confiance en d'autres personnes, que ce problème, c'est mon nom qui va me le résoudre. Non. La jeune fille doit elle-même partir de cette connaissance, dire oui, un jour devenir ceci, et elle va devenir cette personne-là par la grâce de Dieu. Alors vous, en tant que pasteur, je suppose que vous recevez des jeunes femmes, des jeunes filles pour certaines situations, résoudre certaines situations avec elles. Est-ce que vous pensez, à travers sa rencontre, vous pensez que la jeune fille, aujourd'hui, elle-même, elle est consciente de ces défis-là? D'un côté... S'affirmer soi-même, se connaître soi-même, est-ce que la confiance en soi, est-ce que vous pensez que celle avec qui vous avez l'habitude de discuter
Est-ce que vous pensez qu'elles ont conscience? D'un côté, non. Faut être vrai. Parce que quand certaines personnes t'approchent avec le problème et autres, c'est à toi maintenant de les conscientiser. Parce que chez nous, à l'église, on apprend aux jeunes et autres là, on leur dit qu'il faudrait être une personne de référence. Donc, en majeure partie, les jeunes filles pensent qu'elles se laissent à la merci de leur mari futur. Parce qu'il faudrait avoir des jeunes dynamiques qui savent ce qu'elles cherchent. Mais elles sont là, quand elles font juste un boulot, elles se contentent de ça. Non, moi je leur dis que pour pouvoir devenir riche dans cette société, il faudra faire au moins 5 travaux. 5 ans? 5. En même temps? Si c'est possible. Mais tu commences petitement, mais il faudra élargir sa tente en faisant plusieurs choses. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Mais pour ne pas bafouer votre question, je leur dis que non, elles ne sont pas en train de bafouer, vous. Elles ne sont pas conscientes. Vous nous dites, vous donnez peut-être des secrets à ces jeunes filles-là qui nous suivent. Parce que vous parlez de 5. 5. Ça veut dire que vous êtes fonctionnaire, par exemple, je ne prends pas... vous êtes fonctionnaire, par exemple. Vous investissez dans d'autres domaines. Il ne faut pas se contenter d'un seul domaine. Aujourd'hui, les jeunes sont paresseux. Ils sont vraiment paresseux. Tu vois des filles qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu vois des filles, qu'on leur dit, tu vas voir une fille, elle va dire, je suis sans emploi, on dit, il y a une boutique qui cherche quelqu'un pour vendre des fruits pelus, c'est à 25 000. Dit, ma tante m'a dit qu'elle va m'aider pour faire quelque chose. Cette fille-là, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Non, c'est peut-être les 25 000 qui la bloquent. Mais on commence petitement. La Bible déclare qu'il ne faut pas négliger les faits au commencement. Donc, ces gens, ce sont des paresseuses qu'on doit vraiment conscientiser, comment on appelle, leur faire des leçons. Heureusement que chez nous, on en fait quand même. Beaucoup de nos jeunesse, on dit, il faut vraiment rehausser votre niveau. Pour vous répondre à la question, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Alors, mais votre réponse tout à l'heure est bien intéressante. Je veux aller au fond. Vous avez parlé tout à l'heure d'un salaire de base de 25 000 francs. Vous ne trouvez pas que c'est peu? Excusez-moi. Parce que la personne va quitter de chez elle. La place de cette personne-là. Je rappelle que j'ai commencé à travailler en tant que bénévole. Donc, vous imaginez 0 francs. 0 francs. Donc, je ne parle pas de moi seulement, mais quitter de chez soi, le déplacement coûte cher à Lomé aujourd'hui. Aller revenir 25 000, est-ce qu'elle pourra tenir? Ou bien vous estimez que c'est pas beaucoup, mais allez-y quand même, on ne sait jamais. Il y aura quelqu'un que le Seigneur va envoyer là-bas, et de là, vous irez à 50 ou 75 000. Plus même. Donc, pour répondre à votre question, c'est que les 5 000, apparemment, et on voit les conditions aujourd'hui, c'est peu, mais il faudra commencer avec ça. Avec ça, parce que Dieu même n'a pas tout créé en un seul jour. Dieu a pris 6 jours pour créer les choses. Donc, ça veut dire que tu commences petitement, mais tu ne sais pas ce que te réserve le Seigneur là-bas, l'avenir là-bas. Peut-être que là-bas, tu commences, tu trouves quelqu'un, et à partir de cette personne, tu vas émerger, tu vas même quitter là-bas. Mais quand tu dis 25 000 francs, c'est pas beaucoup, ce qui est vrai, et tu refuses, est-ce que tu peux avoir peut-être les 100 000, les 200 000 par après? Et de l'autre côté, il y a certaines personnes qui acceptent les 25 000 francs. Mais arrivés sur le lieu de travail, ils sont, excusez-moi, les super impolis. Oui, oui, quand quelqu'un est super impoli, on dit bonsoir et puis on se dit, parce que quand tu ne sais pas accueillir, tu vas chasser les clients. Parce que je te dépose dans ma boutique. Oui. Moi, je te paye à travers ce que tu ramènes à la fin du mois. Mais parce que je te paye 25 000 francs, tu es là, tu embêtes mes clients. On dit souvent que... Est-ce que si tu renvoies cette personne, c'est mauvais? C'est pas mauvais, selon moi. Parce que le client est roi. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Quand je viens chez toi, je paie, tu ne me dis pas merci. Moi, je réclame le merci. Parce que c'est votre argent. C'est mon argent. Pour vous oui. Et puis moi, même quand je vois, je dis merci. Donc, quand j'achète chez toi, tu ne me dis pas merci. Tu ne m'as pas dit merci. D'une manière, voilà, mais tu ne m'as pas dit merci. Ça veut dire que cette personne que tu embauches, qui envoie les clients à cause des 25 000, tu l'appelles pour une première fois. Tu dis, j'ai constaté que quand tu es venu, les gens ne viennent plus. Il n'y a plus de l'affluence. Selon moi. Mais quand elle continue encore, mais tu le renvoies, c'est pas un péché selon moi. Parce que les clients... Ça, c'est un pasteur qui a parlé. Oui, oui, parce que tu consentis la personne, tu l'appelles. Je suis capable de te payer les 25 000 francs
C'est pourquoi j'ai dit 25 000 francs. Je ne vais pas dire 30 000 francs, ne pas le faire. Tu as accepté, on a commencé. Mais tu vas mettre les clients s'énervent, je ne peux pas te garder là-bas. On a l'habitude de dire combien même on me paie exactement pour me demander tout ça. Tout ça là. Mais je te fais, qu'on appelle une reporte. Quand tu continues, je te remplace. Simplement. Alors, merci à vous. Merci à vous également. Merci pour ces apports-là. En ce qui concerne la jeune fille, alors si on va ramasser, on va dire de façon ramassée selon vous, la jeune fille elle-même d'abord, elle n'est pas consciente de ce que la vie lui demande, si on peut le dire ainsi. Également, il y a un manque de confiance pour s'affirmer dans la société. Alors, on doit travailler sur ces choses-là pour que la jeune fille s'affirme dans la société, qu'on ne se limite pas seulement aux journées sur papier, mais aux journées dans la vie réelle, que ça se reflète dans la vie. J'aimerais aussi, excusez-moi, ajouter quelque chose. En tant que jeune fille, on doit travailler pour devenir quelqu'un. Quand on voit l'exemple de, comment appelle-t-on, Lady Sonia et autres là, moi je dis souvent aux jeunes de mon église, j'aimerais voir des jeunes filles, des jeunes entrepreneurs devenir quelqu'un dans cette vie. Donc les filles, les jeunes filles, arrêtez de vous, comment appelle-t-on, de voir minime, plutôt aspirer à devenir de grandes personnes, les personnes de renommée. Il faut vouloir aussi faire innover des choses. Il faut vouloir qu'on entende parler de toi. Ne meurs pas sans que le monde ne te connaisse en tant que jeune fille. Alors là, on a des potentiels. Les jeunes filles, vous avez des potentiels à vous. Travaillez à ce que ces potentiels se fassent. Créer des choses et ne laissez pas l'histoire s'écrire sans vous. Merci. Merci à vous pour ces paroles qui conscientisent nos jeunes sœurs. Alors, autre aspect de cette émission, nous allons parler de la scolarité. La scolarité avec une femme au foyer, pas forcément, quand je dis femme au foyer, j'aime pas trop le terme. Une femme mariée, comment doit-elle prendre soin de ses enfants en période scolaire? Merci pour la question. Femme mariée, une femme. Pas forcément qui est dans un foyer. Oui, parce que une femme qui est avec ses enfants et qui travaille également. Comment cette femme-là doit prendre soin de ses enfants en période scolaire? Parce que des fois, vous voyez des enfants qui vont à l'école, vous demander est-ce que ses parents l'ont vu avant qu'ils ne partent. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. Je sais que c'est dur de se lever à 5 heures pour aller chercher chercher ce que les enfants doivent manger, mais quand vous regardez certains enfants, ça choque. Alors, comment une maman, on le dit ainsi, une maman doit s'occuper de ses enfants en période scolaire? Eh bien, doit-on les laisser à la merci des domestiques ou des voisins? Eh bien, pour répondre à votre question, une femme, bien quelqu'un, une femme qui a des enfants qui sont scolarisés, elle doit veiller à ce que ses enfants en premier soient en bonne santé. Elle doit veiller à ce que ses enfants psychologiquement soient bien posés. Elle doit veiller que ses enfants soient bien nourris. Cette femme-là a plusieurs devoirs à faire. C'est-à-dire que les enfants doivent être nourris, doivent être vêtus. Une femme, une maman qui a des enfants qui vont à l'école, doit tout faire ce que ces enfants-là, en premier, soient à l'heure à l'école. Parce qu'on voit souvent qu'il y a certains enfants qui arrivent toujours en retard. À quoi dit cette chose-là? Peut-être qu'ils ne se couchent pas très vite, ils n'ont pas vite manger. Donc, leur maman a trouvé à manger à 22 heures. Ils vont manger à cette heure-là avant de se coucher, se réveiller. Imaginez, ils ne vont pas vite se réveiller. Un enfant qui se couche au-delà de 22 heures, imaginez à quelle heure? Vraiment. Donc, une femme, cette maman-là, a plusieurs choses à faire. Elle veut à ce que les enfants soient bien nourris. Elle veut à ce que, moi, si je donne mon exemple. Allez-y, vous vous occupez d'un foyer, donc. Il y a un élève qui ne fait que taquiner mon enfant à l'école. J'ai tiré l'institutrice, elle dit non. Mais est-ce qu'on ne la taquine pas? Parce que elle a commencé l'école, quand psychologiquement, parce qu'elle a tressé, elle a fait des petites choses là, on lui tire des choses, elle va refuser de venir à l'école. Donc, mais est-ce que ça ne se passe pas? Donc, quand l'enfant revient de l'école, entièrement, la maman lui demande, comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est en posant la question à l'enfant, comment a été ta journée, que l'enfant te dit ce qu'il a traversé tout au long du temps qu'il a passé à l'école. Donc, la femme
la maman, je veux dire, doit veiller à ce que l'enfant mange très bien à l'école. En lui posant la question, qu'est-ce que tu as mangé? Comment a été l'école aujourd'hui? Maintenant, la dame doit tout faire pour que l'enfant ne soit pas renvoyé de l'école. Parce que imaginez, quand vous êtes à l'école, on dit, on appelle ton nom, tu es renvoyé pour l'écolage. Quand l'enfant prend son sac et il part, il est frustré. Donc récemment, j'ai dit aux femmes à l'église, quand vous sachez que vous n'êtes pas en règle, allez d'avance demander, faire une doléance au directeur de l'école que, à cet instant, je vais payer pour qu'on ne renvoie pas ton enfant de la classe pour qu'il ne soit pas frustré. Une maman, avant que ses enfants n'aillent à l'école, elle doit prier pour les enfants. Moi, je suis en train de parler d'une façon générale. Elle doit prier parce que tu ne sais pas, ce monde aujourd'hui, s'il est méchant, tu ne sais pas celui auprès duquel ton enfant est assis. Même l'enseignant, tu ne sais pas qui il est. Moi, je connais un enfant qui est super intelligent, qui fréquente une école. Le monsieur, le professeur, l'enseignant, vraiment n'aime pas cet élève. Il a dit, tu vas te jouer premier, on va voir si au deuxième trimestre, tu le seras. Et je vous assure qu'il est 11e ou deuxième trimestre. En fait, elle revient avec des pleurs à la maison. Donc, une maman... Il faut poser des questions, professeur. La mère a été à l'école. Pourquoi tout ça là? Et elle a dit, je vais changer d'école à mon enfant. Donc, pour répondre à votre question, une maman, elle doit veiller sur ses enfants sur le plan sanitaire. L'enfant doit être en bonne santé. Quand tu sais, de mon papa à moi, tu observes l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas, tu assures qu'on appelle son bien-être sur le domaine sanitaire. Tu assures que l'enfant mange bien. Tu fais tout pour lui donner ce que tu as. Mais tu le prépares à manger à la maison. Il part avec. Si tu n'as pas l'argent pour supporter la cantine de ton enfant, tu le paies, tu le prépares et il va. Et tu poses des questions à l'enfant. Comment ça a été? Je crois que c'est un peu ça. Merci à vous. Notre dernière question, ça concerne les congés de détente. Tout dernièrement, le découpage de l'année scolaire 2023-2024 a été rendu public et on remarque 4 congés, dont 2 de détente. C'est-à-dire, à part les congés de Noël et de Pâques, il y a 2 autres congés. Il y a un congé qu'on va observer dans ce mois d'octobre et l'autre, j'ai oublié un peu la date. Comment vous, en tant que, là, je vous pose la question en tant que parent d'élèves, comment vous, en tant que parent d'élèves, vous appréciez ces congés de détente? Merci beaucoup pour la question. Le monde, je peux dire le monde, il y a des choses qui changent et il y a des révolutions un peu passives. Nous, on n'avait pas eu de congé de détente, mais on est quand même arrivé par la grâce de Dieu au niveau qu'on ne regrette pas aujourd'hui et on peut s'affirmer avec la tête haute. Ce qui concerne les congés de détente, là, j'appelle les parents à la prière, à plus de rigueur. Parce que, à mon avis, les congés de détente, c'est une bonne chose, d'une part. Mais d'autre part, c'est encore un moyen de permettre aux élèves de s'ébarder pour quelques jours encore. Et vous pouvez imaginer que dans ces congés de détente, vous pouvez avoir des enfants, des écoles qui peuvent tomber grosses. Ah bon? Pendant une semaine la semaine? Ah oui! Le péché est facile à commettre. Pour causer un acte qui est ignoble, c'est facile, mais pour réparer, c'est pas facile. Donc, les congés de détente, à mon avis, franchement, moi, je ne trouve pas ça très utile. Parce qu'il y a les congés trimestriels déjà. Mais j'appelle les élèves à la conscience, pour savoir que c'est pour un but qu'on a instauré ces congés de détente. On ne peut pas s'y opposer, mais il faut qu'eux-mêmes soient conscients que s'ils commettent de tomber dans des pièges. Dans des pièges. Dans des pièges, parce que c'est pour leur donner, pour leur pouvoir de leur donner des congés de détente, c'est pour une raison auquel on ne peut pas s'y opposer. Mais il faut que ces élèves-là, si on peut les conscientiser avant qu'ils n'y aillent, ça serait une bonne chose, que vous avez votre avenir dans vos mains. Si vous y allez, il faut avoir cet objectif, parce que tout homme qui n'a pas d'objectif dans la vie, il ne se cherche, il ne se prive pas de certaines choses. Donc, j'appelle les enseignants, si c'est possible, de conscientiser ces élèves avant qu'ils n'aient assez congés de détente. Personnellement, je ne trouve pas ça trop important, mais je ne peux pas. C'est une décision. C'est une décision. Vous respectez, vous appelez juste
Les élèves à apprennent se conscientiser que on l'a appelé détente, mais il faudrait trouver plutôt profit de cela que d'échec. Merci à vous, Madame Edith Nouvon. Merci à vous, Bien de madame. choses au pasteur Jérémy Nouvon, Merci. les églises Nouvelle Dimension. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons fin à cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité pour tous ses apports. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h pour notre numéro du magazine d'information sur Espoir 47. Bonne journée.